Donc merci d'être venu déjà. Alors, donc vous l'avez bien dit. Alors oui, juste une petite remarque sur la fable inédite de La Fontaine qui s'appelle Le Rolex et le publicitaire. Donc référence bien sûr à ceux qui ne sauraient pas à la fameuse phrase du publicitaire Jacques Séguéla hein, qui était si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Alors j'approche des 50 ans, j'ai pas encore de Rolex, mais bon, il me reste encore quelques mois. Je crois que Jean de La Fontaine d'ailleurs s'est inspiré de Jérôme Méric, le directeur de l'IAE, pour faire cette fable. Voilà, donc pour vous dire, vous voyez, donc dans ce magazine, on s'amuse un peu, on dit des choses sérieuses, mais on essaye de le faire avec du recul et de l'humour. Vous avez pu voir aussi qu'il y a d'ailleurs une interview exclusive de Jean de La Fontaine. Donc on a réussi à avoir ses coordonnées par son attaché de presse, où il explique... car La Fontaine était bien sûr un poète, comme vous le savez, mais c'était aussi un manager, hein, puisqu'il s'occupait des eaux et forêts. Voilà, il a eu des terres à manager plus ou moins, il a réussi plus ou moins bien. Il était le protégé du surintendant Fouquet. Voilà. Le seul, je crois, à ne pas l'avoir lâché d'ailleurs quand celui-ci a été mis en prison. Voilà. Donc, bon, ça c'était en guise d'introduction. Alors, pour revenir, avant de vous parler des fables de La Fontaine, ou d'autres articles, si vous le souhaitez, sur le Praxis, je voudrais peut-être vous resituer en fait pourquoi l'IAE de Poitiers a décidé, il y a 2 ans maintenant, donc, de créer un magazine annuel, effectivement, sur le management. L'idée, c'était de disséminer les connaissances. Et vous retrouvez, en fait, tout simplement le texte qui nous a guidés à la fin du Praxis. Alors, c'est un texte, évidemment, que les gens n'ont pas l'habitude de lire, parce que ce n'est pas très amusant, parce que c'est un extrait du décret sur le métier d'enseignant-chercheur. Certains collègues, d'ailleurs, feraient bien de lire de temps en temps. Et ce décret dit notamment « Les anciens chercheurs ont pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche, ainsi que la valorisation de ces résultats. » Valorisation de ces résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les secteurs sociaux et économiques concernés. On a voulu finalement appliquer le décret qui régit nos statuts d'enseignants-chercheurs et aller disséminer la connaissance auprès notamment, comme vous l'avez dit, des entreprises, des institutionnels, mais aussi du monde académique, parce que le management n'est pas nécessairement connu d'un point de vue académique par les autres enseignants-chercheurs qui ne sont pas dans la discipline. Et donc l'idée, c'était aussi de mettre à portée des réflexions sur le management qui là intéressent tout le monde parce que tout le monde fait du management et les anciens chercheurs ou les BIAD, c'est les premiers, hein, manager des équipes, manager des étudiants, etc., etc. Voilà. Alors, donc, ce magazine est gratuit, hein, déjà, commençons par les choses importantes, parce qu'en France, on aime bien ce qui est gratuit. Enfin, gratuit pour celui qui le lit, en tout cas. Tire à 7000 exemplaires. Et donc, est le fruit, effectivement, d'un travail d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs qu'on n'appelle pas enseignants-chercheurs dans le Praxis, qu'on appelle spécialistes en. Voilà, donc vous avez Stéphane Mottet, spécialiste en économie, Stéphane Bellini, spécialiste en gestion des ressources humaines. On se présente comme spécialiste et on propose une expertise dans un domaine en la rendant la plus accessible possible. Accessible ne veut pas dire qu'on ne va pas loin dans la conceptualisation ou dans la rigueur intellectuelle, mais on essaie de la rendre attractive. Donc il n'y a pas une citation ou une référence bibliographique à chaque phrase. Voilà, l'idée, c'est vraiment que la lecture soit fluide et puis agrémentée comme vous l'avez vu ou vous le verrez, d'un certain nombre de dessins ou d'illustrations dont la plupart sont des illustrations originales, c'est-à-dire faites pour le Praxis. Voilà, ça c'est important à dire. Donc, comme vous l'avez bien dit, il y a un dossier principal. Donc, le numéro 1, c'était Star Wars, le management sur Star Wars. Et comme on a fait le futur, on a décidé de faire le passé avec donc, les fables de La Fontaine, les leçons de management. Mais il n'y a pas que ce dossier thématique, il y a aussi une rubrique qui s'appelle Comprendre. Voilà, alors, je ne vais pas en passer en revue tous les articles, hein, vous les verrez, mais c'est vrai, il y a un article qui revient souvent et on m'en a parlé avant le début de cette séance, c'est notamment pour en finir avec le SWOT. Hein, le fameux menace, opportunité, force, faiblesse. Et les spécialistes expliquent pourquoi le SWOT, ça ne marche pas en raison d'un certain nombre de biais. Hein, ce que vous estimez être une force, en fait, ça peut aussi être une faiblesse. Hein, donc finalement, on construit une matrice en y projetant ses biais, en y projetant ses fantasmes, en y projetant ses désirs.
Et donc, au final, on se rend compte que quand on fait des recherches dans ce domaine, que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui vous intéressera, j'imagine, qui, en l'occurrence, là, s'intéresse aux régions, mais on pourrait faire la même chose sur les universités, qui est faire plus gros plutôt que faire sens. Vous savez, cette espèce de mode managérial chez certains décideurs, du big is beautiful, toujours plus gros. On l'a vu dans les universités. On va faire des grosses universités, parce que si c'est gros, c'est bien. Alors, on ne sait pas expliquer pourquoi c'est bien. On aurait pu d'ailleurs faire une fable de La Fontaine, on ne l'a pas fait en l'occurrence, on aurait pu reprendre la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Vous savez que ça ne se termine pas très bien. Voilà. Donc, je pense que certains décideurs feraient bien de lire notamment cet article, parce que est-ce que c'est en faisant une grosse région, est-ce que c'est en faisant une grosse université qui va être efficace, qui va être agile, qui va être intelligente? Très étonnamment, d'ailleurs, quand on regarde du côté des Américains, Yale, Harvard, c'est des petites universités, celles qui sont dans le top de Shanghai. Et nous, notre réponse à Shanghai, c'est de faire du gros. Voilà, je ne suis pas persuadé que, comme je dis toujours, en mettant des pauvres ensemble, on en fasse des riches. Voilà, ça c'était dit, ça c'est dit. Donc, à côté de ça, il y a aussi une rubrique anticipée. Pareil, donc on essaye de trouver des sujets qui sont des sujets d'actualité, mais qui concernent évidemment les années qui viennent. Donc, il y a eu un article là sur le packaging, sur les nouvelles monnaies. Donc là, c'était le Libra de Facebook. On travaillera, je pense, dans le prochain numéro sur les monnaies locales, qui sont en train de se développer beaucoup. Il y a une rubrique entreprendre aussi, avec des exemples d'entreprises. Et là, on a notamment parlé d'une entreprise, moi, que j'aime beaucoup, vous connaissez peut-être, parce qu'elle n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Cimedis, qui est une entreprise, en fait, qui redonne vie à des morts. Donc, on l'a appelé d'ailleurs des morts vivants Made in Poitou. C'est une entreprise qui a été créée au sein de la faculté de médecine, en lien avec le CHU, et qui prend des cadavres et qui leur redonne, entre guillemets, vie, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, remet en marche le système sanguin et le système respiratoire. C'est les seuls à être capables à le faire dans le monde. Et reçoivent des chirurgiens, en fait, du monde entier qui viennent se former à Poitiers. Parce que s'entraîner sur un cadavre qui a l'apparence du vivant, c'est mieux pour éviter certains problèmes. Voilà. Donc, et pour améliorer ses techniques opératoires. C'est mieux de s'entraîner sur des cadavres que de s'entraîner sur des cobayes vivants. Donc, voilà. Donc, on essaye, vous voyez, dans le praxis, on essaye de valoriser ce qui se fait pas uniquement à l'IAE, mais aussi dans l'écosystème de Poitiers et de l'université. Et puis, j'en viens bien sûr au cœur, on va dire, du praxis, même si, encore une fois, il y a d'autres articles très intéressants, qui est effectivement le dossier. Donc là, on a voulu faire un dossier sur les fables de La Fontaine, parce que La Fontaine, comme vous le savez, c'est peut-être un des meilleurs spécialistes du management et de la stratégie. Autant il y a beaucoup de livres de stratégie, quand vous les reprenez avec 10 ou 20 ans d'écart, vous vous rendez compte que les entreprises qui étaient mises en avant comme étant les modèles à suivre ont soit fait faillite, soit se sont retrouvées dans des situations... alors que dans La Fontaine, bon, finalement, le renard, le loup... le rat, le lion, tout ça, finalement, ça n'a pas tellement changé. C'est assez atemporel. On sait que La Fontaine, bien sûr, c'était en plus inspiré d'autres fabulistes, comme Ésope notamment. Et donc, on a demandé à des collègues de s'appuyer sur les fables de La Fontaine pour nous parler, finalement, du management. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais quelques exemples. Un article, Le petit poisson et le pêcheur. Alors, c'est vrai que c'est une fable qui n'est pas très connue, mais tout le monde connaît bien, par contre, la fin qui est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et là, on a un spécialiste en économie, Stéphane Mottet, qui parle en fait de l'aversion française pour le risque en termes d'épargne, et donc du fait que la France est un pays qui a énormément d'argent en fait. En termes d'épargne, et cet argent ne sert pas en fait pour les investissements, pour les startups, etc. Vous savez, c'est un problème français très très important, de trouver les moyens. Je lisais il n'y a pas très longtemps, vous savez que ce qu'on appelle la fintech, la startup Lydia, que nos étudiants utilisent beaucoup, qui sert à, vous savez, à se payer ou à faire des échanges d'argent entre étudiants notamment. La start-up Lydia n'a quasiment pas trouvé de fonds, quelques fonds français, mais vient de faire un tour de table. Et les seuls qui ont mis ceux qui ont mis le plus d'argent, eh bien, ce sont les Chinois. Donc c'est Tencent, le géant chinois, qui vient de mettre de l'argent. Alors qu'il y a beaucoup d'épargne en fait qui dort
en France. Voilà. Donc il s'est appuyé sur cette fable de La Fontaine. Autre fable, Le renard et la cigogne, où là c'est Stéphane Bellini qui est un spécialiste de la gestion en ressources humaines, qui explique, si vous vous souvenez du renard et de la cigogne, vous savez, le renard qui invite la cigogne à manger chez lui, qui va lui donner une assiette, donc elle ne va pas pouvoir manger, et inversement, la cigogne qui ensuite invite le renard et se venge. Et Stéphane Bellini explique que dans une organisation, il faut pas, effectivement, il faut créer de la confiance, il ne faut pas blesser les gens qui travaillent, que toute faille narcissique, à partir du moment où elle est... que toute blessure narcissique, après, c'est très compliqué pour un manager de rétablir la confiance. Voilà. Il repose les bases du management. Le chêne et le roseau, donc article que j'ai écrit en donnant l'exemple effectivement d'une PME qui va se faire attaquer par une autre entreprise et qui va réussir finalement à redresser la situation en communiquant avec ses salariés, avec les banques, etc. Et donc à plier mais à ne point rompre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme l'hirondelle et les petits oiseaux, c'est Fabrice Roublat, qui est un spécialiste de la prospective, qui explique en fait que si on fait si peu de prospective, c'est parce qu'on a beaucoup de mal à accepter les avis divergents. On veut bien parler de l'avenir, mais de l'avenir tel qu'on l'imagine, alors que la prospective, la force de la prospective, c'est pas de prédire ce qui va se passer, mais c'est plus de mettre les gens, les collaborateurs, autour de la table et de dire comment on voit l'avenir, qu'est-ce qui pourrait arriver, et d'accepter effectivement la parole différente, parce qu'il n'y a rien de pire, vous le savez, que de vivre en circuit fermé, que de partager uniquement avec des gens qui pensent comme nous. Et en général, c'est ce qui nous conduit droit dans le mur. Et qui est un des problèmes, comme vous le savez aujourd'hui, du management à la française. De s'entourer de personnes qui ont fait la même école, qui ont fait le même cursus. Et donc finalement, de voir l'avenir de manière monochrome. Ce qui après pose pas mal de soucis, évidemment, lorsqu'il faut appliquer les réformes. Voilà, bon, je pourrais continuer, mais je ne vais peut-être pas faire la liste de tous les articles. On revient donc sur le fameux SWOT en expliquant évidemment que, voilà, en donnant surtout un exemple dans l'histoire du SWOT, en prenant un exemple d'entreprise qui n'aurait pas dû fonctionner. C'est une entreprise qui est en Bretagne, là, cette fois-ci, qui est une entreprise qui va utiliser ce qui pourrait apparaître comme des faiblesses, c'est-à-dire des personnes handicapées, et en faire une force. Oui, donc c'est pour ça d'ailleurs que le SWOT est remis en cause, parce que d'une faiblesse, on peut faire une force. C'est une question de stratégie. Il n'y a pas des forces et des faiblesses. Et une menace peut devenir une opportunité, et une opportunité peut devenir une menace. Si on prend l'exemple de la remarquable conférence qui a lieu à l'Université de Poitiers de Jouzel sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une menace, mais ça peut être aussi une opportunité de complètement revoir nos modes de vie, les temporalités, etc. Voilà, donc d'où la remise en question par Anne Kropica à partir d'une fable qui s'appelle La Besace, effectivement, du SWOT. La Besace, vous savez, c'est cette fable où on explique que voilà, on a tendance à mettre nos défauts dans la poche de derrière et dans la poche de devant les défauts d'autrui, c'est-à-dire de voir particulièrement les défauts d'autrui, mais en oubliant les siens propres. Voilà. Voilà donc le praxis, l'idée du praxis, c'est ça, c'est de faire connaître bien sûr les expertises de l'IAE, à la fois à l'extérieur, mais aussi en interne, et c'est ce que je disais avant de commencer finalement. On s'est rendu compte aussi qu'entre nous, entre chercheurs du même laboratoire, du CEREJ, donc du Centre de recherche en gestion, on ne sait pas toujours ce que font les autres, et qu'une publication comme le Praxis permet aussi de savoir ce que font les collègues, de s'intéresser, et donc c'est vraiment un moyen de s'ouvrir aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de présentation. Mais maintenant... Et j'ai un auteur Praxis qui est présent et qui peut aussi, Christian Marcon, qui pourra aussi, si vous le voulez, répondre aux questions. Je suppose que vous avez un comité éditorial. Comment vous choisissez votre focus, enfin votre thématique, sur chaque numéro, voilà. C'est d'actualité? On en discute au baby-foot.
Non, non, l'IAE de Poitiers, le tournant de l'IAE en termes de communication interne, externe, etc., ça a été, non, c'est pas une blague, il faudra faire un article là-dessus, ça a été l'achat d'un baby-foot, où finalement on s'est mis tous à jouer, à faire des tournois, et donc à discuter. Et c'est en discutant comme ça, de manière informelle, c'est ce que font souvent les Américains, mais ils ont aussi des bonnes idées, les Américains. Hein. Il faut les copier pour les bonnes idées, mais pas pour les mauvaises. On a peut-être tendance des fois à les copier un peu sur les mauvaises et pas les bonnes. Et, et voilà, et puis on en vient, et puis Star Wars tout simplement parce que c'était l'époque où le nouveau Star Wars allait sortir. Et on s'est dit c'est vrai, alors il y a des fans de Star Wars qui nous ont dit c'est vrai que dans Star Wars il y a les Jedi, les chevaliers, donc on a fait un article sur un apprenti tu coacheras, la monnaie dans Star Wars, etc. Voilà, en fait souvent c'est de manière informelle comme ça. Une fois que le premier numéro a eu lieu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire après Star Wars? On s'est dit, puisqu'on a fait le futur, il faut qu'on fasse le passé. Puis là, on avait un fan des Fables de La Fontaine. Il passe son temps à parler à ses étudiants des Fables de La Fontaine, à leur faire lire des Fables de La Fontaine. On s'est dit, tiens, les Fables de La Fontaine. Voilà. Et puis le troisième, je peux vous l'annoncer, hein, c'est pas un secret. Puisqu'on a fait le futur, on a fait le passé, on fera le présent. Voilà. Alors, je ne dévoile pas tout, mais ce sera le présent. Aujourd'hui, on fait quoi, ici et maintenant? Voilà. Donc, après, c'est très simple. Hein, donc, on envoie un mail à tous les enseignants-chercheurs, et au-delà des enseignants-chercheurs, hein, parce que ce n'est pas que les enseignants-chercheurs de l'IAE, pour dire qui veut participer. Voilà, on donne des deadlines, hein, comme tout. Déjà, pour un premier retour, dire moi, j'aimerais faire un article sur tel sujet. Et puis, à partir de là, on se réunit en comité éditorial, et puis ensuite, on relance les collègues, parce que les enseignants-chercheurs, même si c'est leur métier d'écrire, il faut des fois les relancer un tout petit peu. Voilà. Non, mais ça se passe très bien. Et ensuite, on fait appel à une agence, bien sûr, pour nous aider dans tout ce qui est graphique, hein, puisque ça, c'est vraiment un travail de professionnel. Et puis, on fait appel à un imprimeur de l'Ouest de la France, parce qu'on a vraiment tenu... alors, pour ceux qui sont évidemment, qui regarderont ça, ils ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui ont le practice entre les mains voient qu'on a voulu faire un bel objet. Donc on fait appel, mais on a voulu faire appel à un imprimeur français, parce qu'évidemment ça coûte beaucoup moins cher de faire ça très loin, mais voilà. On a voulu faire appel donc on a fait appel à un imprimeur français qui nous produit effectivement un bel objet qu'on va ensuite donner l'idée du practice, parce qu'on aurait pu faire des PDF, on aurait pu faire... non, c'est de faire un objet qu'on donne de la main à la main. Voilà, il se mérite, il faut venir le chercher, où on l'amène. Parce qu'on s'est dit, c'est comme ça, peut-être que les gens vont le lire, qu'ils vont l'apprécier, etc. Voilà. Donc on a voulu casser un peu la logique classique aujourd'hui, vous savez, de déverser des newsletters, des magazines, etc. Non, là, on le donne, c'est un présent. Bon, jusqu'à maintenant, ça marche pas mal, parce que le premier numéro a quasiment été écoulé. On a tiré donc 7000 exemplaires, on doit avoir écoulé 6500. Donc on en garde quelques-uns, parce qu'on sait que dans quelques années, ça vaudra très cher. Donc on pourra le vendre très très cher sur eBay. Non, blague à part, voilà. Le numéro 2, d'ailleurs, a un ISSN, hein, parce qu'on ne pouvait pas le faire pour le numéro 1, ce n'était pas possible. Voilà. Donc en plus, maintenant, il est effectivement... on peut le retrouver à la Bibliothèque nationale, et sous forme de boutade, on le disait avant le début, peut-être que dans quelques années, comme on est à la MSHS, il y aura une thèse sur Praxis. Ah non, pas mal d'années, je pense, mais... Si on arrive à en faire un numéro par an pendant... Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Donc, si une personne en dehors du CEREJ et de l'IAE nous dit « Moi, j'aimerais écrire un article », c'est tout à fait ouvert. Hein. Quiconque veut participer est le bienvenu. Hein. Même si ça va être, bien sûr, essentiellement quand même des enseignants-chercheurs qui vont écrire. Mais voilà, bien sûr. C'est ce qu'avait compris La Fontaine. Le management a besoin d'humour et de poésie, bien sûr, mais il a surtout besoin de d'ailleurs, c'est lié, il a surtout besoin de réflexivité. Et alors, en France, il a besoin aussi d'être disséminé, parce que l'atterrissage sur management, on est toujours impressionné au CEREJ par le retard qu'ont les décideurs français à appliquer des méthodes de management. Et souvent, d'ailleurs, ils appliquent alors qu'elles ne fonctionnent pas et que leur non-fonctionnement a été démontré. Hein, tout ce que vous voyez aujourd'hui qui font sortir les personnes dans la rue, par exemple dans les hôpitaux, hein, c'est le New Public Management. Ça fait déjà des années qu'il y a des articles français ou américains, mais même français, expliquant que ça ne fonctionne pas,
que ça crée des catastrophes. Et donc, il faut faire connaître en fait toutes ces théories. Hein. Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Il ne faut pas qu'elle reste confinée dans le monde académique, d'autant qu'en France, vous le savez, le monde académique n'est pas nécessairement le lieu de formation des managers publics. Hein. Ils ne sont pas toujours passés par l'université. Donc, il faut absolument disséminer la connaissance. Je suis toujours, voilà. En fait, quand on regarde les connaissances en management, gestion, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de choses très critiques, mais dans le bon sens du terme, et qui mériteraient d'être connues. Alors, c'est ce qu'on disait. Le problème en France, souvent, hein, c'est quand même très, très français, et bien sûr, on se met dedans, c'est qu'on n'est pas très bon dans la valorisation. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup, et puis une fois qu'on a produit, et ça c'est assez classique chez les enseignants chercheurs français, on produit et on valorise très peu en fait. On produit, on a fini, tiens, je vais produire autre chose. J'ai fini. Voilà. Contrairement aux anglo-saxons, notamment aux Américains, qui bien sûr vont produire, mais ils vont passer beaucoup de temps à valoriser ce qu'ils ont fait. Et là, il y a un vrai travail à faire. Et Praxis est un exemple de valorisation. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idée. Et de dialoguer après avec les entreprises, avec les institutions, de les faire réagir, parce qu'on a des réactions hein, sur le SWOT, on a des retours. Sur Star Wars, on a eu des retours aussi. Voilà. Donc, je vous remercie parce que c'est vrai que le management, c'est pas quelque chose qui m'attirait a priori. Et je vous remercie pour cette revue. Et puis je suis très intéressée par le fait que vous ayez cherché une belle revue papier, effectivement. Je sais que je la lirai un PDF XIème mail, sûr que je l'aurais pas lu, et je trouve qu'effectivement c'est une belle revue. La question que je voulais vous poser, c'était de savoir comment vous choisissez les entreprises auxquelles vous l'offrez. Enfin, les entreprises ou les collègues, ou comment vous les dispatchez, vos 7000 exemplaires? Alors, on compte beaucoup sur les collègues, justement, de l'IAE. Hein. Mais après, il y a des temps forts, il y a des rendez-vous. Donc, en fait, on profite des rendez-vous. Alors, on le fait à la française. Hein, c'est-à-dire qu'on y va avec nos petits bras. On met 25 cartons dans la voiture. Et puis, donc, on va le distribuer. Alors, par exemple, qu'on l'a déjà distribué. La première distribution a eu lieu au moment de la remise des diplômes de l'IA de Poitiers, qui a lieu tous les ans au mois de novembre au Palais des Congrès du Futuroscope. Donc là, c'est 1000 exemplaires qui sont distribués. Donc ça, on distribue bien sûr aux diplômés, mais à leurs parents. Donc là, l'idée, c'est que les parents, d'abord, ils peuvent être dans des entreprises déjà. Enfin, quand on dit entreprise, c'est au sens large. Hein. Et puis, ils ont peut-être des frères et des sœurs. Donc, on valorise aussi l'image de l'IAE. Et donc, ça peut-être, ou ils ont des cousins qui veulent peut-être faire du management. Donc, autant venir dans un IAE. Ensuite, on est partenaire cette année. L'IAE de Poitiers, en plus, a remis un prix aux top entreprises de la Vienne. Hein, l'IAE de Poitiers a créé avec Génération Femmes d'entreprise un prix qui s'appelle Top Égalité, sur l'égalité homme-femme. Et donc là, on a profité du top entreprise, pareil, c'est 1000 personnes. Donc, il peut y avoir 800 entreprises à peu près. Donc, on profite en fait, vous savez, dans les sacs qui sont remis, en fait, on le glisse. Voilà. Les assemblées générales des MEDEF, Vienne, de Sèvres. Puis ensuite, comme j'ai fait aujourd'hui, on fait le tour du campus, on va en mettre ici et là. Quand on nous en demande, bien sûr, on en donne. Pour les vœux aussi, on en envoie. Dès qu'il y a un colloque, dès qu'il y a un séminaire, voilà. On le fait, mais l'idée, c'est vraiment de le faire, si possible, de la main à la main, quoi. J'ai le temps d'une toute petite dernière question. Quelle est la réaction de vos étudiants? Parce que ça les concerne pas directement. Pour une fois, ils ne sont pas votre public privilégié. Est-ce que ça les intéresse, la démarche? Eh bien, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Bon, c'est fini. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours des étudiants. C'est effectivement... on leur donne, bien sûr. Alors, on fait une présentation à l'IAE. Alors, on n'a pas les cafés lecture, ceci dit. Je pense qu'on va en mettre en place, parce que je trouve que c'est un très bon format. Non, mais on fait ce qu'on appelle le trésor de l'IAE. Donc, c'est une fois par mois. C'est un rendez-vous. Donc, on leur donne, effectivement. Mais on a très, très peu de retours de la part des étudiants. On a beaucoup plus de retours de la part des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas, mais c'est vrai que voilà, j'aurais pu vous inventer un retour, mais non, c'est vrai qu'on n'a pas de retour, donc il faut qu'on les sollicite plus. Voilà.
Mais c'est une bonne idée, donc on va y travailler. On arrête là, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très intéressant. Et bonne lecture surtout.